Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Jacques Herman, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le directeur général du groupe Altaria, grande maison de la promotion immobilière. Est-ce qu'on peut faire, nous sommes au CIMI, on l'entend d'ailleurs au léger brouhaha qui nous entoure, est-ce qu'en ce mois de décembre 2022, on peut faire un tout petit premier bilan de cette année 2022? Oui, c'est une année paradoxale parce que vous savez que nous, on est multimétiers. Oui. Et donc si on prend les métiers les uns après les autres, c'était l'année de la recovery de l'immobilier de commerce. On est revenu à des niveaux de taux d'occupation normaux, on est revenu à des niveaux d'encaissement de loyer normaux. L'immobilier de commerce l'attendait. Voilà, il y a de nouveau du monde dans les magasins, Oui. des gens qui achètent, les chiffres d'affaires sont supérieurs à 2019. Bon il n'y a signe. plus de place, il n'y a pas de vacants, il y a de la demande pour des lots et on fabrique plus de nouveaux centres commerciaux. Donc en fait, c'est assez spectaculaire, personne ne l'attendait, tout le monde avait promis plus ou moins la mort du commerce physique. Oui, il faut faire toujours attention aux prédictions de ce type. Voilà, parce que et à peine les magasins rouverts, tout le monde y est. la pandémie un peu mise entre parenthèses, et c'est reparti. Espérons-le. Et qu'est-ce qui a un peu merdouillé en 2022 ? C'est le e-commerce, les plateformes internationales, et pour ma part, je ne verserai pas de larmes. Moi non, bon, on ne va pas pleurer là-dessus en tout cas. Donc, Alors ça, c'est le premier métier. Ça, c'est le premier métier. Après, le bureau. Alors, le bureau, c'est assez cyclique. Vous savez, nous, on fait plutôt du gros. On fait du gros en Ile-de-France et puis on fait des opérations récurrentes, nombreuses en région et on fait maintenant de la logistique. Donc, ce qu'on va dire, c'est que c'était pour nous une année assez prolixe. On a livré, vendu, fait pas mal de choses. Oui, quelques belles opérations donc, dont on a parlé d'ailleurs. Voilà, donc bien sûr, Campus Cyberdéfense, ERIA, vendu en juillet. On a fait une opération de logistique urbaine, boulevard de Reuilly, assez exceptionnelle, vendue à EW. Donc on est très fiers parce que c'était la première et pour un coup d'essai, c'était joli. On a des grands projets de logistique un peu partout. Personne ne nous a remarqué, mais on a un pipeline de pas loin d'un million de mètres carrés. Je suis sûr qu'il y en a deux, trois qui ont quand même vu. Voilà. On est arrivé avec le patrimoine, je dirais le savoir-faire de pitch. Et on s'en sert bien, on est content de ça. Et puis en région, en fait, on livrait dans le temps 5 projets de 5000 m², un peu milieu de gamme. Et maintenant, on est monté en gamme. On livre plutôt 10-12 projets de 10-15 000 m², assez haut de gamme, parce que le marché a changé, l'effet TGV, l'effet pandémie, la demande... les métropoles régionales. Demande qualitative dans les métropoles régionales. Et on est devenu un des bons spécialistes de ce métier, ce dont on est très content. Donc tout ça ajouté, en bureau pour nous c'était une année prolixe, mais encore une fois, il y a des cycles dans le bureau et il y a des cycles dans notre propre activité d'immobilier d'entreprise. Et c'est pas parce qu'on a fait une sorte de carton en 2022 que ça se reproduit tous les ans. Il y a des hauts et des bas, des creux et des bosses, et c'est comme ça que ça se présente. Il vaut mieux faire des cartons que des échecs en même temps. Voilà. Hein. Oui. Alors, et on a annoncé hier qu'on a signé 3 baux dans la Tour Landscape à la Défense. Absolument. On est très content de ça. On pense que c'est une belle tour qui va trouver son marché. Il faut prendre son temps et on est assez optimiste et on pense que ça fera école. Alors après, il y a le logement. Le logement, voilà. Alors le logement, là aussi, c'était paradoxal parce que on a tous pleuré dans la profession parce qu'on n'avait pas de permis, parce qu'on n'avait pas d'offres. Nous, on a la chance en 2022 d'avoir reconstitué notre offre. On a, à la sortie de 2022, plus d'offres qu'en 2019. Et on est, je crois, parmi les seuls promoteurs, quelques-uns, à pouvoir dire ça. On n'a plus de problème d'offres. Tout n'est pas parfait, on aimerait bien que ça soit plus fluide, qu'il y ait un peu plus d'envie de construire à gauche et à droite. Si un promoteur me dit tout est formidable et les maires me donnent des permis de construire comme s'il en pleuvait... Moi, je ne suis pas très loin de ça. Là, vous caricaturez un peu, mais nous avons de l'offre, nous avons plus d'offres qu'en 2019 et nous pensons être parmi les rares à être dans cette situation. Alors là où ça devient paradoxal et assez fâcheux, c'est que c'est le moment que choisit... La demande pour être un petit peu moins la demande pour se débiner un peu. Donc, demande des institutionnels. Il y a toujours des acheteurs de logements sociaux. Il y a des acheteurs de logements intermédiaires, mais on n'en fabrique pas beaucoup, souvent parce que les villes sont assez réticentes. Et en logement libre, on ne va plus réussir à se mettre d'accord parce que nos amis investisseurs veulent acheter en considération de rendement à des prix qui sont en fait, qui nous mettent dans le rouge, qui nous font perdre de l'argent. Donc si c'est le cas, on ne construira pas. On va aggraver la production de logements en France puisque on va finalement pas mettre en chantier les affaires sur lesquelles
on nous propose de perdre de l'argent. Ce qui est assez logique. Oui, en général, oui, ça n'est pas l'objectif. Voilà. Alors après, il y a les particuliers. Les particuliers, nous, on a eu pas mal de succès en 2022. Parce qu'on dit quand même qu'il y a un fort ralentissement. Oui, mais vous aurez noté que dans notre publication du 3e trimestre, on sort toujours un petit peu tard, on l'a sorti début novembre, on était en avance sur 2019, on faisait mieux que 2019 et 2021 au niveau du détail, vente au détail. Bon, là, objectivement, les taux d'écoulement se sont nettement ralentis et donc on aborde 2023 avec situation un peu paradoxale, on a de l'offre, mais la demande permettra probablement pas qu'on mette en œuvre toute l'offre dont on dispose. Situation assez nouvelle, sur laquelle on a appelé l'attention d'Olivier Klein, dont on espère beaucoup, et on en parlera peut-être séparément. Donc voilà 2022. Après, ce qu'on peut dire sur Altaria 2022, c'est qu'on a complété notre palette. On a des nouveaux métiers, des nouveaux savoir-faire. Alors lesquels ? On sait faire des data centers. On sait faire de la recharge, des bornes de recharge électrique. On a soit acheté des sociétés, soit fait des partenariats stratégiques. On sait bientôt, on sait faire des énergies renouvelables avec du parc photovoltaïque, etc. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est pas de se diversifier à l'infini, c'est de savoir faire toutes les composantes de la transformation de la ville. Et tout le monde sera d'accord pour dire que ça inclut les sujets de recharge électrique, les sujets de data center et les sujets d'énergie renouvelable et d'énergie en général. Donc on aspire à être le spécialiste multimétier qui sait couvrir la totalité de la chaîne de production de la ville mixte, de la ville inclusive, de la ville respectueuse de l'environnement, de la ville qui s'occupe d'énergie, qui s'occupe d'espaces verts, qui s'occupe d'inclusion sociale aussi, évidemment. J'ai une transition toute trouvée parce que vous me parlez au fond du futur de l'immobilier de demain. Et donc, votre stratégie dans les 2 ans qui viennent, je ne vais pas vous demander pour les 10, mais pour les 2 ans qui viennent, quels sont aujourd'hui les axes stratégiques qui vous paraissent essentiels pour Altaria ? Alors, je vais vous répondre en 2 temps. Il y a 2023-2024. Oui. On va dire, pour employer un mot clair, la crise. Oui. Donc ça, c'est la route du Rhum. Vous partez de France, de l'Hexagone. On vous annonce une météo pourrie, une tempête, des vents en rafale, des vagues énormes, du brouillard dans le golfe de Gascogne. Et on sait que là, il va y avoir de la casse. Tout le monde ne passera pas. Il faut savoir temporiser, choisir une route, éviter le gros de la tempête. Il faut avoir un voilier de compétition, mais aguerri pour la course. Il faut avoir un équipage formé, discipliné. Et quelques capitaines de bonne tenue. Dynamique. Il faut avoir un capitaine, un routeur, un skipper. Il faut avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis si on fait bien tout ça, on arrive épuisé à Pointe-à-Pitre, mais on y est. Heureux. Voilà. Et ça, c'est la première étape. Donc ça, c'est l'objectif 22-23, traversons les tempêtes. 23-24. Alors nous, on a de la chance, on a le plus gros bilan financier de la profession, puisqu'il est hérité de notre histoire de foncière, on a accès au marché obligataire public, etc., etc. Et on a très peu de dettes. Donc pas trop de sujets de financement. Donc on est extrêmement solide. Et on peut faire face. Le bateau est gréé, costaud, aguerri. Il n'est pas tendu comme ça pourrait l'être chez d'autres ou je sais pas. Donc ça, c'est la grande force d'Altaria à l'entrée dans cette tempête. C'est des talents, des équipes et un gros bilan financier, le plus gros bilan financier de la profession. Voilà, même le leader n'a pas notre bilan financier, c'est comme ça, c'est l'histoire. Et c'est aussi, tout le mérite en revient à l'Interravella qui a construit tout ça. Voilà. Absolument. Une fois passée la tempête, la stratégie, même la vision, revient au premier plan. Mais est-ce que la tempête, au fond, c'est pas le bon moment pour définir des stratégies quand même ? Parce que c'est quand ça va mal qu'on se dit que définir une stratégie, ça serait pas bête, non ? Oui, il faut aussi un peu composer. C'est-à-dire que... Les deux. Il faut faire tout à la fois. Voilà. Et donc, en fait, nous, notre vision, au moins notre stratégie, sinon notre vision, elle est à peu près claire. On veut être un grand transformateur de la ville.
Pour ça, on veut maîtriser les métiers, comme j'indiquais tout à l'heure. On préfère travailler à l'échelle d'un quartier, comme on a fait à ici Cœur de Ville, qui a une magnifique opération qu'on a livrée au mois d'octobre. Oui, moi, belle opération que j'aime beaucoup parce que ça part d'un immeuble moche, soyons honnêtes, hein, c'est vraiment moche. Hein. Tous les gens qui connaissaient ce coin-là peuvent en attester, fatigués. Et vraiment, là, on a créé de la ville. C'est un quartier, c'est la ville, c'est la vie, c'est la verdure. Et pourtant, c'est dense. Oui. C'est ce qu'on appelle chez nous la densité heureuse. Oui. On a respecté la trame urbanistique de la ville, les perspectives. Il y a de la densité, il y a même de la hauteur, mais on ne la voit pas. Et puis il y a 600 logements, alors qu'il y avait 0 logement. 17 000 mètres carrés de commerce, 40 000 mètres carrés de bureaux. Voilà. On en rêve à Paris. Crèches et résidences seniors. Oui. Et puis c'est aussi la volonté d'un maire bâtisseur, André Santini, grâce auquel on a réussi à faire ça et à le faire en 6 ans, ce qui n'est pas énorme vu l'échelle. Non, quand on voit des travaux ailleurs, on se dit que 6 ans, c'est pas si extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est à la fois un modèle pour nous, je pense pour la profession, j'espère. C'est la traduction, l'illustration, le démonstrateur de notre stratégie de transformateur de la ville et d'intégrateur de toutes les composantes, tous les métiers, tous les savoir-faire pour écrire la ville de demain. Et c'est ça qu'on aime faire, c'est ça qu'on veut faire. Donc plus des immeubles où on se dit je fais juste un immeuble, bien sûr aussi. Si, parce que souvent, les deux. Souvent, ce métier qui consiste à travailler à l'échelle d'un quartier, il est pris par les aménageurs publics ou semi-publics qui font quand même bien leur travail, qui ont le grand mérite de remembrer du foncier. Et c'est un gros travail. On les salue d'ailleurs. Et donc, soit on le fait, on est content de le faire et on montre ce qu'on sait faire avec ici Cœur de Ville ou à Bobigny ou à Besançon, à Toulouse, etc. On en a quand même une demi-douzaine. Et soit on travaille avec les aménageurs pour essayer de les aider à faire aussi bien. Donc ça, c'est notre vocation. Et pour ça, il faut évidemment, et c'est plus une option, je le mentionne quand même pour pas choquer par omission, décarboner. Bien sûr. Créer les conditions de cette ville inclusive, cette ville heureuse, de cette ville où tout le monde trouve sa place, toutes les catégories sociales, les professions, etc. Mélanger astucieusement et harmonieusement le commerce, le bureau. Oui, c'est ça qui est passionnant dans votre vie de promoteur d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, la conception de l'immeuble mono-usage, elle est quand même en train de mourir, elle se délite, on va dire. Je pense que c'est beaucoup mieux de travailler à l'échelle du quartier et de créer cette ville mixte, inclusive, verte, économe en énergie et surtout creuser d'intégration sociale. Et voilà, j'espère de bonheur pour les habitants et les utilisateurs. On leur souhaite. Ça, c'est la stratégie. Est-ce qu'on peut dire 2 autres mots de peut-être, je sais pas, les 2 axes qui, pour demain, pour vous, sont les axes indispensables pour un promoteur et en l'occurrence pour Altarea? C'est quoi pour vous, dans les 3-4 ans qui viennent, les 2 mots qui vous viendraient à l'esprit? Alors moi, il y a une image que j'aime bien, elle vaut pas seulement pour les promoteurs, pas seulement pour Altarea, elle vaut à peu près pour tous les acteurs de la société. C'est faire son chemin dans un triangle de contraintes qui sont l'économique, le social et l'environnemental. Finalement, on s'aperçoit, quand on fait trop d'environnemental, on crée une crise sociale, c'est les gilets jaunes, et on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On a mis en danger la société française avec ça, parce qu'on a méconnu qu'aller brutalement dans une direction, ça crée des problèmes dans les 2 autres dimensions du triangle. Donc, que le triangle, c'est pas un facile quand même. Non, c'est très délicat. Évidemment, il ne faut pas faire que de l'environnemental, sinon on casse l'économique et le social. Si on fait trop de social, on casse l'économique et puis peut-être qu'on oublie de s'occuper de la planète. Donc c'est extrêmement subtil. Et moi j'aime bien cette image qui s'impose, je trouve, à tous les acteurs de la société, c'est comment trouver les bons équilibres dans ce triangle de contraintes. Alors ça s'applique aux promoteurs. Ils ne peuvent pas ne pas décarboner, ils ne peuvent pas ne pas faire de logement social ou intermédiaire ou loger les personnels de l'État qui en ont besoin ou des choses comme ça. Et puis ils ont quand même une vocation à gagner un petit peu d'argent. Alors au passage, je vais vous dire quelque chose qui m'importe. C'est un promoteur, ça gagne à la fin de l'histoire 5% sur un appartement dont le prix moyen est de
250 000 ou En 300 France. 000 euros en France. Donc ça veut dire que en travaillant en 4 ans, on gagne environ 15 000 euros quand on fabrique un appartement. 15 000 euros pour 4 ans de travail pour faire un objet à 250 000, 300 000 euros. Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est mérité, c'est pas du vol, on truande personne. On Et peut en faire plus qu'un, heureusement. Mais Voilà, et vous comprenez au passage qu'il faut en faire beaucoup bah voilà. pour commencer à avoir des marges de manœuvre financières. C'est le cas d'Altaria, deuxième promoteur de logements en France, avec 10, 11, 12, 13 000 logements par an selon les années. Et qui aspire à faire plutôt 20 000, 18, 20 000 On vous le souhaite. bientôt. Et je pense que ça, c'est important d'en parler au CIMI, parce qu'il faut battre en brèche les idées reçues. Voilà. On est évidemment dans une logique business, voilà, presque capitaliste. On est là quand même pour servir toutes nos parties prenantes, payer des bonnes rémunérations à nos salariés, rémunérer nos actionnaires, et puis faire des choses dont on est fier, qu'on laisse derrière nous. C'est immobilier, ça reste, et qui doivent cocher les cases de la décarbonation, de l'inclusion sociale, de la qualité, etc. Un peu de fierté, Jacques Herrmann. Moi, je trouve qu'au CIMI, c'est vraiment une bonne idée. Mille merci à vous. Je vous en prie, merci beaucoup. À bientôt, Pascal. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.